Bonjour tout le monde, bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur la revendication des 8 heures de travail par jour, qui était donc la revendication phare du monde ouvrier pendant longtemps à travers le monde entier. Et aujourd'hui, on va étudier les luttes qui ont été menées en France pour l'obtenir. Ces luttes se sont appuyées sur deux piliers principaux, le pilier politique et le pilier syndical. Nous allons commencer par étudier le pilier syndical, puisque ça a été celui qui a été le plus important dans l'obtention de la journée de 8 heures. Les luttes, en effet, ont été organisées en grande partie par les syndicats qui se structurent alors. Depuis 1884, ils sont autorisés en France. On a une fédération nationale des syndicats qui se crée. En 1892, on a la fédération des bourses du travail. Les bourses du travail étant des structures locales permettant aux ouvriers de s'organiser, à la fois en leur fournissant un lieu de réunion, un lieu pour organiser les mouvements sociaux, un lieu également d'éducation avec des bibliothèques populaires. C'est également un lieu de solidarité avec du coup une sorte de forme de sécurité sociale pour permettre aux travailleurs au chômage, aux travailleurs blessés, malades, trop âgés de pouvoir avoir de l'aide. C'est également des lieux où on peut trouver des renseignements sur où trouver du travail, etc. Bref, ce sont des lieux importants pour l'organisation locale du mouvement ouvrier. Ça existe depuis 1880, il y en a de plus en plus. Et en 1892, ça se structure au niveau national. En 1895, on a la fondation de la CGT en réunissant une partie des bourses du travail et la Fédération nationale des syndicats, renforçant la structuration du syndicalisme en France. Mais si vous voulez en savoir plus sur le sujet, on a fait une vidéo sur la chaîne YouTube Histoire d'apprendre, donc je vous mettrai le lien. Mais en tout cas, on a cet essor donc, de la CGT qui est le principal syndicat français, le plus ancien aujourd'hui, et encore aujourd'hui un des principaux en France et qui a joué un rôle important dans notre histoire. On a à côté d'autres syndicats, des syndicats plus corporatistes, par exemple le syndicat des mineurs qui reste à part de la CGT, qui peuvent parfois porter aussi la revendication de la journée de 8 heures, mais parfois du coup juste pour leur profession et pas pour l'ensemble des travailleurs. On a également les syndicats chrétiens, etc. Du coup, ces différents syndicats gagnent en influence et en France, même si on est loin des taux de syndicalisation qu'on peut avoir en Allemagne, en Angleterre, on est autour des 20% de syndiqués en 1905, avec environ 4 millions de salariés, et dessus, du coup, plus de 800 000 personnes sont syndiquées, dont 200 000 à la CGT, qui est avec un quart des syndiqués et le syndicat le plus important de l'époque, et en plein essor, puisque 3 ans plus tôt, il n'était que 100 000. Donc on a un doublement des effectifs. Donc on voit que l'influence syndicale se renforce, ce qui va appuyer les différentes luttes qui vont être menées durant la période, entre 1990 et la Première Guerre mondiale. Et ces luttes ont souvent la question du temps de travail au cœur, puisque, alors certes, c'est aussi la question des salaires, mais comme la journée de 8 heures, c'est réduire le temps de travail à 8 heures, mais en gardant les mêmes salaires, ça veut dire aussi une hausse du salaire horaire. Et la question des conditions de travail, mais une réduction du temps de travail, c'est permettre de rendre le travail moins pénible. Car même si une heure de travail reste tout autant pénible, ça va moins user, moins briser le corps qu'une journée de 10, 12 heures, comme c'était encore courant à l'époque. Pour ce qui est de cette organisation du syndicalisme en France, il est variable en fonction des domaines, puisque le taux de syndicalisation est de plus de 60% dans les mines, plus de 30% chez les ouvriers du livre, et à contrario, il est bien plus bas dans certaines branches où le syndicalisme est plutôt marginal. Du coup, au niveau des luttes menées durant cette période, on a évidemment le 1er mai. Chaque année, on a une journée de grève et de manifestation le 1er mai. Et la revendication phare de cette journée à chaque fois, c'est la journée de 8 heures. Alors, il peut y avoir d'autres revendications à côté, plus locales, plus dédiées à une entreprise même. Mais les 8 heures, c'est au cœur. Donc déjà, on a ça chaque année. Après, on a d'autres grèves importantes durant la période. En 1892, par exemple, on a la grève des mineurs de Carbo. Alors celle-là est provoquée parce qu'on a un des responsables du syndicat des mineurs, Baptiste Calvinac, qui est le maire de Carmaux, et la direction de la mine considère que cette fonction n'est pas compatible avec le titre de mineur, avec le poste de mineur, donc il est licencié. Aussi parce qu'il est socialiste, syndicaliste, et que la direction de la mine ne l'appréciait pas. Le problème, c'est qu'à l'époque, fonction de maire, c'est pas rémunéré. Donc pour être maire, il faut soit avoir un revenu à côté, soit être riche de base. Du coup, il s'en trouve sans revenu. Ses camarades refusent ce licenciement, se mettent en grève, et il y aura donc une longue grève qui va se dérouler pour tenter d'obtenir sa réintégration au sein du personnel, qu'il soit rémunéré pendant qu'il est maire. Alors ça ne donnera pas satisfaction, mais c'est une grève assez importante de la période. 3 ans plus tard, en 1884, on a également une grève de 3 mois à Champagnac. C'est une grande grève à l'époque, c'est une des grèves les plus suivies de l'époque. Donc Champagnac, c'est dans le Cantal, où il y a une mine de charbon, et les mineurs se mobilisent à partir du 17 mai 1895 jusqu'à mi-août. Donc c'est là, un long mouvement. C'est la grève la plus longue de l'histoire du Cantal. Et parmi les revendications, alors, il y a les questions de salaire, on a les questions aussi du rapport à la direction de la mine qui fait preuve d'autoritarisme, mais on a également la question du temps de travail, avec une revendication d'une journée de 8 heures dans les chantiers humides.
Alors, il ne s'agit pas du coup encore d'étendre les 8 heures à l'ensemble des postes, mais on a déjà ces 8 heures et l'occasion de réduire le temps de travail qui est posé. Pareil, cette grève ne tiendra pas à satisfaction, il y aura quelques points lâchés quand même sur certains chantiers. Le temps de travail sera réduit dans les chantiers humides et quelques avantages seront laissés en termes de relâchement de l'autoritarisme de la direction, mais sans laisser gain de cause sur l'ensemble aux mineurs, et il y aura ensuite une répression de ce mouvement social. Mais j'ai fait une vidéo sur le sujet si vous souhaitez en savoir plus. De plus, donc la mine de Champagnac est une mine où il y a eu plusieurs mouvements sociaux, et ça fait l'objet de mon nouveau livre que j'ai écrit, Champagnac, terre de lutte, que je n'ai pas là ici physiquement parce qu'au moment où je tourne, le livre n'est pas sorti, mais au moment où vous voyez cette vidéo, le livre est sorti. Donc je vous mettrai tous les liens pour que vous puissiez voir où l'acheter, où vous procurer, en physique ou en ligne en fonction de là où vous habitez. Et vous pouvez aussi vous procurer mon livre précédent, Quand la mine s'arrête, qui porte sur la fermeture de la mine de Champagnac. Bref, revenons aux luttes pour les 8 heures. Et dans ces différents mouvements, on a aussi en 1907-1908 les luttes dans les carrières de Draveil et de Villeneuve-Saint-Georges, en Ile-de-France, où des personnes qui travaillent dans les ouvriers des carrières se mobilisent avec notamment la question de la réduction du temps de travail. Alors, on est dans des carrières où les conditions de travail sont dures, c'est physique, on reste sur de la poussière, on travaille dans la boue. Les journées sont à l'époque plutôt de 12 heures, 6 jours sur 7, pour un salaire de 50 centimes de l'heure. Ce qui n'est pas beaucoup. Donc c'est vraiment des conditions très mauvaises, et donc les ouvriers se mobilisent pour demander des hausses de salaire et que le temps de travail soit réduit, dans l'idéal à 8 heures, mais qu'au moins les 10 heures soient respectées. Puisque du coup, depuis 1900, normalement, il y a donc la loi Millerand qui impose la journée de 10 heures. Elle n'est pas respectée dans ces carrières, donc les ouvriers demandent à ce qu'au minimum, on respecte cette loi. Ce mouvement sera réprimé assez durement, notamment par Clémenceau, qui est alors ministre de l'Intérieur, qui pourtant quelques années avant avait dénoncé la répression du mouvement ouvrier lors du 1er mai 1890-1891. Ouais, c'est pas la première fois que Clémenceau va se montrer hypocrite en appliquant une fois au pouvoir ce qu'il dénonçait avant. Mais cependant, malgré la répression, il y aura des concessions qui seront lâchées, les 10 heures seront respectées et le salaire va augmenter, tenez-vous bien, en passant de 50 centimes de l'heure à 55 centimes. Bon, c'est pas la révolution, mais c'est déjà mieux que rien. Ensuite, on a l'année 1906, qui est une année importante, puisque ce 1er mai-là va être un grand 1er mai pour la journée de 8 heures. Déjà, cette année est marquée par la catastrophe de Courrières, en mars 1906, avec 1099 morts, la pire catastrophe industrielle de l'histoire française. Ça va provoquer un traumatisme pour le mouvement ouvrier et susciter un grand mouvement déjà chez les mineurs, un grand mouvement de grève dans les mines, et un mouvement de solidarité dans l'ensemble du mouvement ouvrier. Donc déjà, ça pose un terreau fertile pour que ce 1er mai soit un succès. Et la CGT décide alors de ne pas se contenter de demander la journée de 8 heures. De dire, on se met en grève ce jour-là, on manifeste, on demande la journée de 8 heures. Alors, on va le faire, mais on va aller au-delà. On va demander aux ouvriers de refuser de faire plus de 8 heures par jour. Alors, après le 1er mai, vous reprenez le travail, vous allez à l'usine, mais une fois que la 8e heure est terminée, vous partez. Quel que soit le nombre d'heures qu'il vous reste à faire, quoi que dise votre patron, vos supérieurs, vous partez. L'idée, là, c'est vraiment de l'imposer. Concrètement, vous ne voulez pas voter les 8 heures, tant pis, on fera quand même que 8 heures. Et ça va aussi dans une idée révolutionnaire, d'une organisation qui reste révolutionnaire, de tendance anarchiste, qui ne fait pas confiance aux élus pour voter des lois, et qui considère que les ouvriers aussi, en tant qu'anticapitalistes, doivent pouvoir gérer leur entreprise, leur outil de travail et leur temps de travail. Et donc, c'est à eux de décider leur nombre d'heures. Pour préparer cette journée, il y aura des tracts qui seront diffusés, des affiches collées, la presse socialiste va diffuser des appels, la presse syndicale également. On a une banderole sur le siège national de la CGT. Bref, c'est une grosse journée qui est bien préparée et il y aura une grosse mobilisation du coup avec également grève et manifestations ce jour-là qui seront assez suivies. Alors après, le refus de faire plus de 8 heures par jour sera assez peu suivi dans les faits et la journée de 8 heures ne sera pas obtenue en 1906. Il y aura quand même une avancée non négligeable, c'est le repos hebdomadaire obligatoire, qui n'était pas obligatoire. Il l'avait été dans le passé, on avait le dimanche, le jour de repos le dimanche avant, mais progressivement c'était tombé en désuétude, et dans les faits, peu d'entreprises l'appliquaient encore. Alors certains patrons le laissaient le dimanche ou une partie du dimanche libre pour que les ouvriers puissent aller à la messe, par esprit chrétien, mais c'était loin d'être généralisé, et donc en 1906, on revient à un dimanche de repos chaque semaine. Donc c'est quand même une avancée non négligeable pour le monde ouvrier. Après, il y a plusieurs grèves qui continuent. On a des grèves dans les mines aussi. En 1914, on a une grève nationale des mineurs.
Et à Champagnac, pour y revenir, du coup, pareil, lisez mon livre si vous voulez en savoir plus, on a des grèves en juillet 1913, en février 1914, avant qu'il y ait une pause dans le mouvement ouvrier un peu forcée, avec la Première Guerre mondiale, durant laquelle on se rallie à l'Union sacrée. On va pas faire grève alors qu'on est déjà beaucoup d'ouvriers sont sur le front, et que ceux qui sont encore à l'usine travaillent pour l'effort de guerre. Dans ce contexte-là, ça passe mal de faire grève, et il y aura très peu de grèves en 1914, 1915, 1916. Ça va reprendre à partir de 1917. J'en parle dans la vidéo sur la CGT durant la Grande Guerre. Mais, pour résumer, il y a quand même un élément important qui se passe cette année-là, la Révolution russe. Et oui, en 1917, on a une révolution d'abord anti-tsariste, puis communiste bolchevique en Russie, et un espoir révolutionnaire qui s'étend en Europe. On a des mouvements sociaux importants, insurrectionnels en Allemagne, en Hongrie, on a de grandes grèves aussi en Angleterre, en Italie, et en France aussi. En France, ça n'y manque pas, le mouvement social se renforce, déjà à partir de 1917-1918, et à la sortie de la Première Guerre mondiale, on a de grandes grèves. Fait chaud là-dessus. En juin 1919, on a une grande grève dans la métallurgie, en 1920, une grande grève chez les cheminots, avec plusieurs mouvements de solidarité, et des grandes manifestations. On a un 1er mai 1919 qui est très suivi, et aussi en avril, déjà avant le 1er mai, en avril, on a une manifestation rassemblant 300 000 personnes. Donc, on a vraiment une effusion révolutionnaire et surtout une peur de la révolution mondiale. Ce qui fait que, dans ce contexte-là, on va lâcher sur la journée de 8 heures. On va accorder, du coup, en 1919, à l'Assemblée nationale, en avril 1919, on va voter la journée de 8 heures. C'est donc voté par des forces politiques. Et donc, ça nous permet de nous intéresser alors aux piliers politiques. La journée de 8 heures est portée par les forces socialistes en France, qui sont diverses. Il y a plusieurs courants socialistes en France durant la période, avec plusieurs organisations du coup dans les années 1880, qui vont progressivement se rassembler. Je vous mets un schéma qui montre un peu cette structuration du mouvement socialiste en France. Je ne vais pas rentrer dans les détails ici entre les différents courants, possibilistes, almanistes, guédistes. J'en parlerai dans une vidéo sur l'histoire du socialisme en France, dans une introduction à une série de vidéos sur l'histoire de la SFIO et du PS, et qui commencera donc par une vidéo sur le socialisme en France avant la SFIO. Mais déjà avec ce schéma, vous avez un peu une petite idée de ces différents courants, de leur structuration en deux principaux partis, puis fondation de la SFIO en 1905, ce qui permet d'avoir un grand parti socialiste et un socialiste qui gagne en influence politique. Puisque les mouvements socialistes rassemblent 5% en 1893, en 1906, la SFIO rassemble 10% des voix, plus des voix sur des socialistes indépendants, 13% en 1910, 16% à la veille de la Première Guerre mondiale. Donc on a une organisation qui gagne en influence et qui défend cette journée de 8 heures dans sa presse. Aussi, il y a des meetings, Jules Guest fait des meetings, des réunions publiques de soutien à la journée de 8 heures. Et les parlementaires à l'Assemblée défendent la journée de 8 heures. Cependant, lorsque le texte sur les 8 heures sera finalement adopté, ça le sera alors qu'il y a une majorité de droite. En 1919, c'est la droite qui remporte les élections législatives avec le bloc national. Et donc, c'est une majorité largement de droite qui va voter la journée de 8 heures. Avec beaucoup de parlementaires qui la votent, qui sont contre la journée de 8 heures, mais qui cèdent face au mouvement révolutionnaire. Enfin, pour d'autres raisons également que j'expliquerai dans la vidéo suivante. Mais en tout cas, ce n'est pas une victoire politique qui a permis la journée de 8 heures. C'est essentiellement au final le pilier syndical qui a joué. En travaillant assez peu avec le pilier politique, il y a eu assez peu de contacts. Parce que comme je vous l'ai expliqué, la CGT alors est encore dominée par les mouvements anarchistes qui sont très méfiants des mouvements politiques. Et c'est une différence par exemple avec 1936, avec le Front Populaire, où les acquis, notamment des accords de Matignon, les congés payés, la semaine de 40 heures, etc., a été permis à la fois par une grosse mobilisation ouvrière, mais également une victoire politique et une collaboration entre les deux branches du coup du mouvement ouvrier. Là, c'est très différent. Alors, le pilier politique a quand même pu aider, notamment en popularisant aussi cette revendication, enfin en aidant les syndicats à populariser cette revendication, en faisant ainsi du coup un élément phare revendiqué par les ouvriers, et faisant que pour le bloc national, c'était quelque chose sur lequel lâcher semblait assez évident. En tout cas, voilà, c'est terminé pour cette vidéo, j'espère que ça vous a intéressé. Dans la prochaine, nous allons continuer de parler des 8 heures, mais cette fois de voir déjà comment le texte est élaboré, et ensuite comment il est appliqué. Parce qu'une fois voté, ça ne va pas s'appliquer automatiquement. On ne va pas passer de manière directe à une journée de 8 heures pour tout le monde. Ça va être progressif, il y aura même quelques reculs, mais nous verrons ça du coup dans la prochaine vidéo. Au revoir tout le monde!